Il y a des saisons qui donnent envie de légèreté, où l'on cherche le souffle, le silence, la douceur. L'été s'installe lentement. Les corps s'offrent au soleil, les tissus caressent la peau, les lignes se font plus souples, les gestes plus doux. On parle de fluidité, de liberté, d'allure. Aujourd'hui, je vous emmène là où la mode prend le temps, là où elle respire, là où elle écoute. Au bord de la Méditerranée, entre sel et lumière, naît un vestiaire d'un autre genre. Un nu-pied unisexe, universel, pensé dans l'entre-deux. Des pièces qui ne choisissent ni camp, ni saison. Chez Agvo, les vêtements s'émancipent, des genres, des normes, des assignations. À l'origine de ce souffle, Daphné Wattier. Passée par Ars Tutoria et Centrale Saint-Martins, elle mêle l'artisanat à l'audace, la rigueur à la poésie. Sa mode n'impose rien, elle suggère, elle relie. Elle trace un chemin possible entre les corps et le monde. C'est ce voyage-là que je vous propose aujourd'hui. Je suis Eva, bienvenue dans Comme un gant. J'explore les dessous de la mode, de l'art, de la publicité et de la représentation de la femme. Bonjour Daphné, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Comme un gant. Merci encore pour la confiance que tu m'accordes et le temps que tu nous accordes, à moi et les auditeurs. Je sais qu'il est précieux. C'est ma première discussion sur le podcast et je tenais quand même à faire un petit point là-dessus parce que je suis vraiment touchée que tu commences cette aventure avec moi. Alors encore merci et bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir surtout. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, j'aimerais que les auditeurs puissent te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Daphné Wattier derrière Agvo? Je suis la créatrice donc de ma marque qui s'appelle Agvo, qui est une marque de sandales unisex qui revisite des modèles assez intemporels avec un artisanat de haute qualité et des matériaux à plus de 90% biosourcés, fabriqués en région méditerranéenne. D'accord. Et justement, comment est née l'envie de créer cette marque? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. C'était assez progressif. En fait, je travaillais avant dans la production de cinéma et donc j'avais eu une idée très abstraite qu'il y avait quelque chose à faire au niveau des sandales. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire, mais voilà, c'était pas du tout mon métier, donc très abstrait. Mais ça trottait quand même dans ma tête pendant quelques temps et j'ai décidé un été de prendre des cours à Londres et en dessin. Et à Milan, une école de fabrication de chaussures où tu comprends vraiment la structure d'une chaussure, comment elle est fabriquée, du début à la fin, pour que ça me donne une idée un peu plus concrète de ce que représentait le métier. Et ça m'a beaucoup passionnée. Donc je me suis dit, bon, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça m'a un petit peu rapprochée de l'idée de... Et à ce moment-là, c'est vrai que je me retrouvais plus trop dans mon métier. Je voulais du changement. Ouais. Donc, progressivement, j'ai commencé à faire des recherches sur des matériaux, des façons de monter une marque. Et parallèlement à ça, je me suis vraiment passionnée pour la Méditerranée. Oui. Et appris à quel point elle était polluée. Aussi, le milieu de la mode, c'est un vrai problème, comme on le sait un peu tous maintenant. Et en particulier, la chaussure. C'est très sale, souvent la fabrication c'est très polluant et c'est sale. Même, tu vois, dans certaines manufactures, c'est les coulisses. Très, très toxique, parce que c'est fabriqué avec beaucoup de matériaux synthétiques. D'accord. Donc, tous ces différentes thématiques, tous ces éléments me trottaient dans la tête et je me suis dit, bon, au lieu de flipper un peu dans ton éco-anxiété, peut-être que tu peux appliquer ça à ton projet. Et donc est née mon idée voilà, je vais proposer ces sandales, mais fabriquées de façon qualitative, avec des matériaux plus consciencieux et dans des designs plutôt intemporels et pour que ça puisse s'utiliser le plus longtemps possible. Qu'on puisse les garder sur le long terme. Exactement. Avec soi. Après, ça reste des sandales, Bien sûr. C'est pas forcément à vie, mais voilà, l'idée c'était, je veux pas du jetable, je veux de la versatilité et de l'intemporalité et de la durabilité. D'accord. Et du coup, Agvo, c'est venu d'où? Parce que du coup,
Donc, tu nous as parlé de ta formation. Je suppose qu'il y a eu un long processus de création. Et ce nom, Akvo, qu'est-ce qui signifie ? Tu m'avais parlé que c'était en espéranto. En espéranto, voilà. oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Parce qu'on ne connaît pas forcément. Non, mais je ne connaissais pas. Enfin, j'avais entendu parler de l'espéranto, mais je ne le parle pas. C'est très difficile de choisir un nom de marque. Donc, j'ai beaucoup creusé la question, comme tu t'imagines. Et je trouvais que, en fait, l'espéranto est une langue qui est censée être universelle et porteuse d'espoir. Et donc, théoriquement, tu pourrais aller n'importe où dans le monde et dialoguer, échanger, communiquer avec quelqu'un. Et je trouvais ça assez beau comme concept. Et donc, Akvo, ça veut dire l'eau en espéranto. D'accord. Et donc, ça revenait vers cette idée de la Méditerranée et de cette thématique de la faune et de la flore méditerranéenne dont j'ai un peu envie de parler avec ma marque. Et voilà. Oui, c'est un nom de marque en fait qui nous emmène déjà en Méditerranée, tu nous emmènes voyager dans le sud. Puis qui n'est pas si compliqué à prononcer. Je veux dire, c'est censé se dire comme en italien tu dis acqua. C'est pas aqua, c'est aqua. Donc théoriquement on est censé dire Akvo, mais bon, Akvo, c'est ça, c'est qu'en fait peu importe l'accent ou la prononciation, on comprend. Donc c'était pas mal à ce niveau-là aussi. L'idée c'est que tout le monde puisse en fait se référer à ce nom-là. Et espéranto, c'est vrai que espoir, espérance. Aussi, oui. Alors tu nous as parlé de ta carrière, donc dans le cinéma, ensuite de ta formation. Donc tu es passé de Londres, je crois, Centrale Saint-Martins. Oui, c'était ça, Centrale Saint-Martins, des cours de dessin, en fait, pour apprendre à dessiner le pied, la semelle, la chaussure. Il y a forcément des techniques. Ouais, donc en fait, tu es vraiment allé dans le fond. Tu n'as pas juste fait appel à des personnes pour fabriquer ces sandales-là. Toi, tu as vraiment voulu t'immerger dans l'univers. C'était vraiment important pour toi. Et ça t'a pris combien de temps, du coup, au niveau de la formation ? Parce que du coup, tu as quitté le cinéma et puis ensuite, tu t'es lancée tout de suite... Pas exactement, ça s'est chevauché. Pendant longtemps, je faisais à temps partiel et je me suis pas lancée tout de suite à temps plein. La chronologie, c'est que j'ai d'abord fait le cours à Milan l'été et donc vraiment fabriquer des sandales de A à Z. Et l'école Ars Tutoria forme beaucoup de futurs designers. C'était mon premier contact avec ce milieu et d'être immergée un peu dans ce monde. Et je me sentais vraiment bien. Je sentais une bonne énergie. Et donc là, je savais que je voulais prendre des cours de dessin, mais je n'étais pas encore sûre dans quelle école, je n'étais pas encore sûre. D'accord. Et j'ai trouvé ce cours d'été à Centrale Saint-Martins qui correspondait parfaitement à ma recherche. Et encore une fois, le campus, c'est un campus qui est un peu réparti dans l'Université des Arts de Londres est répartie partout dans la ville, d'accord. Mais le Centrale Saint-Martins, c'est un ancien bâtiment industriel reconverti. Donc tu as des salles de classe qui sont un peu dans des lofts et tu es entouré de tissus, de vêtements, d'accessoires. Enfin, tu es complètement plongé là-dedans. Et c'est vrai que j'étais complètement dans ma bulle à dessiner. J'ai absolument adoré. Et puis même, on entendait un peu les cours qui se déroulaient à côté. Donc, il y avait une prof qui enseignait la broderie française, d'ailleurs, parce que c'est une vraie spécialité française, la broderie. Bien sûr. Et donc, c'était sublime de voir le travail qu'ils accomplissaient. Ou de voir de l'autre côté, c'était vraiment la couture sur mesure. Et on se rend compte du travail qui va dans nos vêtements et nos accessoires, ce qui nous fait penser au coût... derrière. Oui, mais le coût humain surtout, le travail qui entre, qu'il faut prendre en compte. Donc, c'était un petit peu ça le début. Et ensuite, je continuais à travailler, mais j'ai commencé donc à faire ces recherches de matériaux dont je parlais. Après, il fallait... Parce qu'en fait, normalement, tu trouves un atelier de fabrication, tu leur dis, voici mes sketchs, proposez-moi des matériaux, et dites-moi combien ça va me coûter. Okay. Tandis que moi, sachant que la fabrication, les matériaux font tellement partie de l'ADN et de la plus-value de ma marque, c'était essentiel pour moi de d'abord confirmer un petit peu ces matériaux et trouver quelqu'un qui serait d'accord pour faire les tests, ce qui n'a pas été évident. Et donc, c'était assez chronophage, surtout que je ne venais pas du milieu.
Et c'est beaucoup de bouche à oreille pour trouver les manufactures. Que tu montres que tu es légitime, que tu en veux. Et en fait, la sandale, c'était dès le début, c'était dès cette formation-là, ou c'est vraiment venu au fur et à mesure? Non, je savais dès le départ, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc tout ça, donc entre ça, donc la recherche des matériaux, ensuite trouver le fabricant qui accepterait de le faire. Donc j'ai regardé un peu en Italie, en France, et en fin de compte, c'est au Portugal que j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui correspondait, qui était le bon partenaire, qui posait les bonnes questions, qui avait un vrai savoir-faire. Il travaille pour beaucoup de marques haut de gamme, donc il comprend ma recherche, mais très ouvert à tester des matériaux, qui s'intéresse aussi à une fabrication plus consciencieuse, à minimiser le gaspillage. Enfin, tout ça, le courant passait très facilement avec lui. Et donc, on a commencé les prototypages. Donc, il y a plusieurs étapes, parce que la sandale se fait avec une forme de pied. Donc, c'est un espèce de pied qui peut être en bois ou en plastique qu'on utilise pour le placement des lanières. D'accord. Et donc, il fallait voir un petit peu si... les matériaux, parce que les lanières, je les ai faites faire en Italie avec des fibres qui ne s'utilisaient pas dans la chaussure. Donc, j'ai vraiment dû développer ça et faire des tests, s'assurer que c'était à la fois assez solide, mais doux pour le pied, pour pas que ça gratte trop ou que ça fasse des ampoules. Et donc ça, c'était, je dirais, la partie la plus compliquée. C'était un petit peu de développer ça, de faire les tests de la forme. Et donc, je dirais que ça a pris 3 ans, bien 3 ans, pour arriver au prototype final. Et pendant ces 3 ans, j'ai d'autres questions. Mais là, tu n'as jamais voulu... T'as jamais renoncé? Parce que ça doit quand même être... Je pense que ça doit être des montagnes russes. Tu dois avoir un prototype qui correspond pas forcément à ce que tu attendais, peut-être des délais plus longs. Comment tu rebondissais? J'aimerais bien savoir comment tu... Où est-ce que tu as trouvé la force? En fait, pour moi, c'était une évidence de continuer à travailler dessus, que ce soit très lent ou pas, parce que c'est vrai que peut-être que j'étais un peu une tortue, tortue plutôt qu'un lièvre. J'ai vraiment pris le temps parce que je voulais aller dans le fond de... Bien sûr. Chaque élément qui constitue mon produit, mon identité de marque. Enfin, je voulais vraiment tout creuser et m'assurer que c'était en alignement avec l'idée de départ. Ouais. J'avais déjà l'habitude de travailler à mon compte, donc ça ne faisait pas peur de devenir... En fait, je me suis pas dit « je vais devenir entrepreneur ». Ouais, tu l'étais déjà en fait d'un certain côté, quoi. Pas dans le sens où j'avais une marque ou une entreprise à moi, mais... Je voyais pas ça comme une transition, en fin de compte. Alors que, bon, ce dont je me suis rendu compte, surtout quand tu fais ton lancement, c'est que c'est un peu ton bébé, tu en es responsable. Si tu fais rien, il se passe rien. Mais quand les choses se passent bien, tu peux être un petit peu fier de te dire, OK, bon, ça marche un peu, j'ai des signes positifs. Mais j'ai jamais voulu renoncer. En fait, j'étais beaucoup dans le questionnement de est-ce que je vais assez vite? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça... Oui, mais ça, de toute façon, ça fait partie du lot d'être entrepreneur, je pense. Ça reste toujours avec toi. Il faut accepter. Mais maintenant, j'ai une approche un peu plus... clairement, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai des joies. Mais je profite un peu plus de chaque étape. D'accord. Parce que là, à mon modeste niveau, je me suis déjà rendu compte que, en fin de compte, ton parcours te sert. La façon dont tu as fait ton cheminement te sert et il ne faut pas se comparer, il faut un petit peu profiter de chaque étape. Bien sûr. Parce que je me souhaite que dans 10 ans, si l'aventure continue, je puisse dire c'était quand même sympa au début quand c'était tout petit et j'avais un peu cette liberté. Et que tu faisais ta recherche voilà, de matériaux. Et voilà, donc je pense que non, j'ai jamais voulu renoncer, mais il a fallu que je prenne un peu de recul sur peut-être cette pression que je me mettais. Bien sûr. Et aussi de faire un petit peu confiance alors c'est un peu un stéréotype, mais de faire un petit peu confiance à la vie. Moi, j'ai tendance à toujours me dire qu'est-ce qui va se passer après, et si ça se passe mal, parce que c'est une protection. Je me dis comme ça, je peux tout prévoir.
Oui, bien sûr. Mais en fait, tu peux jamais tout préparer. C'est comme sur un tournage. Quand tu prépares un tournage, tu essayes de tout préparer, la logistique en amont pendant des mois. Et il faut essayer de tout préparer. Mais en fait, le jour J, il y a toujours des urgences, il y a toujours des incidents. Enfin, il peut toujours se passer un truc. Et l'idée, c'est que tu sois assez préparé pour que tu puisses le gérer et pas te retrouver complètement bloqué. Mais de quand même pouvoir... En fait, c'est presque... la joie des aléas du métier aussi, oui, parce que ça fait partie du lot, donc il faut accepter. Ça s'inscrit dans l'aventure. Exactement. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, complètement. Si, complètement. En fait, tu nous dis clairement qu'il faut profiter non seulement de l'instant présent, de ce qu'on a la chance d'avoir. Comme là, je profite de ce moment d'enregistrer cet épisode parce que c'est une richesse aussi de découvrir les coulisses. Je trouve ça fascinant. Finalement, non, tu incarnes totalement ce que tu essayes de transcrire à travers Agvo. Donc, puis c'est parlant aujourd'hui dans un monde où tout va vite, où on est pressé, on pense déjà à la prochaine étape. Je pense que c'est bien aussi de prendre le temps et de se poser. Donc, et finalement, tu dis que tu étais une tortue, tu as pris 3 ans, mais finalement, tu connais en fait toutes les étapes et c'est peut-être aussi ce qui nous permet de comprendre ta vision. Ça aussi, c'est quelque chose dont je suis très contente, c'est que je connais mes matériaux, je connais la chaîne d'approvisionnement, parce que j'ai tout fait moi-même. Maintenant que ça se passe bien avec ce fabricant, je lui fais confiance pour gérer les commandes de matériaux avec ses fournisseurs. Mais oui, en fait, je suis très contente d'avoir tout regardé moi-même, tout géré moi-même au départ, parce que ça m'a permis de comprendre, peut-être poser les bonnes questions à mon fabricant, puisque je sais de quoi, je connais mon matériel, donc lui, quand il me pose des questions techniques, je peux rebondir derrière. Enfin, ça fluidifie un petit peu le processus, je trouve. Ouais. Et je dois dire, juste pour revenir sur... est-ce que j'ai eu envie d'abandonner ? Il y a une chose qui m'a un petit peu motivée, je dois l'avouer, c'était... c'est un milieu qui est un petit peu macho, tous ces fournisseurs, tous ces fabricants. Ouais. Et donc, il y a un petit côté de moi qui me suis dit, OK, quand je voyais qu'ils me prenaient un petit peu de haut, que je me suis dit, tu vas voir, tu vois, je vais continuer. Il y avait un petit côté combatif en moi, peut-être. Ouais, tu voulais montrer de quoi tu étais capable et tu pouvais aussi changer les choses, que c'était possible. Oui, donc je pense que j'avais un peu besoin de me prouver à moi-même que ça allait pas j'allais pas me laisser affecter par ça. Mais bon, heureusement, il y a eu plein de personnes bienveillantes. Comme partout. Exactement, il y a de tout. Donc finalement, c'était un projet de mode, on peut dire que c'était ça, mais c'était aussi une prise de parole, je pense. Un petit peu, oui, peut-être. Il y a plein de femmes dans la mode, femmes entrepreneurs, mais en tout cas, oui, à mon niveau, c'était une prise de parole. Tu souhaitais faire passer un message important quand même. Il y a un petit peu. Alors maintenant que tu nous as parlé un peu de ton parcours, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les détails, le corps, le genre et la représentation. D'accord. Parce que toi, du coup, tes sandales, elles sont unisexes. Est-ce qu'on peut vraiment créer un vêtement neutre ou est-ce toujours une projection ? C'est-à-dire que, est-ce que c'était vraiment une véritable volonté de créer un vêtement unisexe ? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais dès le départ ? Est-ce que c'était quelque chose que tu projetais dès le début sur ton produit ? Je suis partie du constat que ces sandales sont universelles, c'est-à-dire que je pouvais aller partout dans le monde et voir des personnes jeunes ou plus âgées, des hommes, des femmes, des personnes plus ou moins riches. Non seulement ça va au-delà des sexes, mais aussi au-delà de l'âge. C'est vraiment quelque chose de complètement universel. Et bon, sauf il y en a qui aiment les tongs ou pas, ou qui ne trouvent pas ça confortable. Ça, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que je suis partie de ce constat qu'en fait, n'importe quel humain en porte quelque part dans le monde. Et c'est ça que j'ai trouvé chouette. Neutre, oui, dans le sens où ça peut être porté par n'importe qui. En revanche, c'est vrai que j'ai quelques modèles que j'aimerais faire qui ne s'appliquent pas forcément aux deux sexes. Mais bon, pour l'instant, je me focalise sur des sandales qui vont à tout le monde. Et j'aime bien partir. Parce qu'en plus, c'est très agréable lors d'échanges avec des clients ou là, en commençant à faire un petit peu de presse ou des concepts de photoshoot où
j'adore qu'il y ait un mélange, en fait. Je trouve ça vraiment chouette. J'aime jouer un peu justement de ces tenues souvent assez neutres. Mon premier photoshoot, on avait fait en gros des jeans et des t-shirts ou des chemises blanches. Et ça peut pas être plus classique, mais c'était décontracté et une élégance décontractée. Mais c'était aussi beau. Puis hop, il portait différentes couleurs de sandales, différents modèles, et je trouvais ça super beau. J'aime cette idée. Après, la réalité, c'est que c'est pas possible avec n'importe quel type de chaussures d'appliquer ça à tout le monde, parce que ne serait-ce que chez les femmes ou chez les hommes séparément, les différentes formes de pieds font qu'on peut porter certaines chaussures ou pas, qu'on a des préférences, qu'on est mal à l'aise dans, par exemple, donc une tongue. Il y a des personnes qui trouvent que d'avoir quelque chose entre le gros doigt de pied et le second doigt de pied, c'est pas confortable. Totalement. Ou qu'il y a le pied trop large pour porter une slide, c'est celui qui s'enfile. Ouais. Enfin, voilà, donc c'est complexe en soi, le pied. Je me suis rendu compte aussi que ça peut être assez tabou pour les gens, les pieds, il peut y avoir une gêne. Donc pour moi, c'était quelque part aussi sublimer un petit peu le pied. J'aime bien l'idée qu'il y ait une représentation de pieds différents. C'est pas forcément une forme de pied parfaite qu'on retrouve chez des mannequins de pieds. Justement, j'aime l'idée que en fait, la nature, elle est faite pour qu'on ait une diversité de corps. Autant de pieds que de personnes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à terme, j'aimerais proposer des modèles plus larges ou des versions plus fines pour que plus de personnes peut-être puissent s'y retrouver. Ouais. Là, je suis partie sur quelque chose d'un peu standard. C'est bon, il faut commencer quelque part. Mais voilà, je dirais que ce serait ça un petit peu les variantes. Mais encore une fois, c'est pas par rapport au sexe, c'est plutôt par rapport à la forme de pied. Parce qu'il y a des hommes qui ont les pieds très fins et des femmes qui ont les pieds larges. Oui, ça dépend de la personne. Après, structurellement, les pieds des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes, donc l'arche de pied notamment. Mais avec les sandales, c'est moins, franchement, c'est moins problématique. En tout cas, avec mes modèles, c'est pas problématique. D'accord. Et les formes de pieds utilisées, justement, c'était expressément fait pour que ça puisse être utilisé par les deux. C'est super intéressant, on n'a pas l'habitude de parler des pieds comme ça. C'est clair. C'est vrai que dans la mode, on parle souvent des vêtements, de robes, de manteaux, etc. Et les chaussures, pas forcément des sandales en plus. Donc, et je l'ai vu d'ailleurs sur ton compte Instagram. Je remettrai toutes les références dans la barre d'infos. Mais on voit justement que tu essayes de sublimer le pied. Une partie aussi du corps qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde. On cache souvent nos pieds dans les baskets. Et je te parle même pas de mes recherches Google de pieds, si tu tombes sur... Oui, c'est spécial. Et en plus, avec tout ce qu'on entend, photos de pieds, etc. Bon, on ne rentrera pas là-dedans, mais... mais du coup, il y a eu un côté assez comique. Oui, j'imagine. Auquel je ne m'attendais pas. Oui. Alors, maintenant, je vais passer un petit peu plus à... Voilà, la représentation de la femme, j'aimerais bien, parce que tu es quand même une femme, dans un milieu, tu l'as dit, qui est, alors, avec les fabricants, qui est un monde machiste. Malheureusement, c'est une réalité quand même, c'est un petit peu le cas. Je pense aussi dans le monde de la mode, il y a des femmes, des hommes, mais je pense qu'être une femme, ça a aussi quand même un impact différent sur sa marque. Toi, quelle image de la femme tu vois circuler justement dans ton secteur Comment tu cernes ça ? Pour répondre à ta question, je pense que en fait, les choses doivent se faire dans le respect. Et pour moi, c'est un vrai partenariat que je voulais créer avec mes fournisseurs, mes fabricants, pour que ça devienne une relation pérenne avec des quantités plus petites, plutôt que je les vois une fois et peut-être un rapport de force un peu plus prononcé parce qu'on va négocier le prix et après peut-être que je les revois jamais. Moi, je partais plutôt de l'idée de voilà. Oui, je suis une femme seule entrepreneuse qui monte sa marque, je leur disais tout de suite, je souhaite utiliser certains matériaux, donc c'est avec ça qu'on va faire des tests, donc arrêtez de me proposer, il faut que tu fasses ceci, cela, il faut utiliser... Donc ça, j'ai vraiment dû m'imposer. Ouais. Et aussi d'accepter le concept de faire des quantités, des petites quantités plus fréquemment, plutôt que tout de partir sur des grosses commandes. Et pas tout le monde est ouvert à ça, et très bien, mais voilà, il fallait qu'il y ait cette mentalité de travailler comme ça.
voilà, c'est plein de petits facteurs en fait qui sont accumulés. C'est pas Oui. juste le fait que je sois une femme, mais voilà, on va dire ça n'aide pas parce qu'ils se disent bon bah elle arrive avec cette méthode de travail, mais enfin qu'est-ce qu'elle va chercher. C'est vrai que voilà, il y avait un peu de ça. Et une fois que ça se passe bien, bon bah il y en a qui te recontactent. C'est drôle parce que bon c'est comme ça dans la vie. C'est l'énergie de la personne, sa mentalité, son attitude qui va faire que j'ai envie de travailler avec ou pas. Donc, c'est ça que je regarde. Et donc, la personne avec qui je fabrique mes chaussures, il a une dynamique. Je sens qu'il veut m'accompagner sans essayer de te bloquer. De me bloquer. Non, même pas ça, mais d'essayer de... Parce qu'il y en a qui finissent un peu par te dire quoi faire. Et en fait, c'est moi le client. Donc, bon... Voilà, il faut qu'il y ait ce respect, cet équilibre de oui, tu m'accompagnes, tu me donnes les conseils techniques, mais c'est moi la créatrice et j'ai une vision et donc tu vas pas changer mon design parce que toi ça t'arrange, parce que soi-disant techniquement il faudrait que ça se fasse comme ça. Non, c'est parce qu'en fait tu veux que toi ça t'arrange. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Okay. Et voilà, j'ai besoin qu'il y ait ce respect et c'est pour ça que je parle vraiment de partenariat parce que moi je compte aussi sur son expérience technique et ses conseils. Et lui a besoin de comprendre quels sont mes absolus, le cahier de charge des critères absolus que je dois retrouver dans ma sandale. Donc voilà, je parle un peu de partenariat et de mentalité, de vision, de respect, plus que ce qu'on ne trouve pas, c'est vrai, peut-être dans toutes les manufactures, mais qu'on peut trouver. Et donc, j'ai aucun problème pour travailler avec des hommes si ça se passe comme ça. Puis, je trouve que, surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, on parle un petit peu de qu'est-ce que la masculinité, pour moi... c'est sain de travailler tous ensemble. Bien sûr. Et qui est d'ailleurs un équilibre. Enfin, oui, c'est génial de travailler avec des femmes, mais j'adore travailler avec des hommes. Enfin, je veux travailler avec tout le monde. Et donc, vraiment, personnellement, j'adhère pas à un concept de travailler exclusivement avec l'un. Non, moi, j'adore. Je trouve que ça apporte une richesse. Mais en tout cas, pour ce qui est de la marque, je trouve que c'est enrichissant. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que j'ai développé un parfum pour le packaging. Ok. Et ce qui était très sympa, c'est que donc il y a plusieurs étapes dans le développement du parfum. Donc avec des notes, on testait les différentes notes d'huiles essentielles diverses et variées. Passionnant. C'était génial parce que je connaissais pas du tout le processus et c'était vraiment passionnant. Et donc, je faisais sentir autour de moi, alors qu'est-ce que t'en penses ? Je voulais que ce soit un parfum ni trop féminin, ni trop masculin, assez neutre. Donc, je le faisais sentir à des hommes et à des femmes. Et il y avait des ressentis très différents chez les hommes et les femmes. Mais aussi, le nez, en fait, on dit notre nez, le nez. réagit différemment aux odeurs. Bien sûr. C'est comme avec les goûts. Sûr. Et donc ça, c'était assez intéressant encore pour repartir sur le fait de faire un mélange d'hommes et de femmes. Tu vois, inattendu, mais là aussi, par exemple, c'était une richesse et c'était intéressant. Et en fin de compte, je pense qu'on est arrivé à un résultat qui est assez neutre, j'espère. Universel. Oui, universel. Ce sera le mot. Écoute, je pense qu'il y a toujours des personnes qui n'aiment pas certaines choses. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais, mais je voulais que ce soit... une petite note méditerranéenne fraîche, qui fasse un peu penser à la Méditerranée. Oui. Tu as l'engagement de vouloir créer une marque, proposer, parce qu'elle est déjà créée, proposer une marque universelle. Tu as d'autres engagements. J'ai vu sur ton site, on en avait parlé ensemble, le Responsibly Made. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, au-delà juste du marketing ? Parce que je pense que toi, au départ, c'était quelque chose de fort, c'était un engagement important pour toi. Ça doit faire partie de tes défis et je pense que c'est l'un des points, tu me diras, majeurs de l'histoire de ta marque. Voilà, je voudrais que tu nous en dises plus là-dessus. Alors, j'ai choisi de mettre responsibly ou consciously. Je l'ai peut-être mal dit. Non, mais les deux, j'ai utilisé les deux parce que
j'ai un petit peu de mal avec le mot sustainable ou éco-responsable. Je trouve qu'il est surutilisé et surtout, on sait plus trop ce que ça veut dire. Et la réalité, c'est que c'est très complexe comme sujet. C'est pas blanc-noir. Il y a plein de facteurs qui vont faire qu'un produit est plus ou moins polluant. Et donc, c'est pas si simple. Et je trouve plus légitime, en tout cas pour moi, pour Akvo, de dire responsibly, consciously, en étant transparente avec la façon de fabriquer, avec les matériaux utilisés, et qu'ensuite, le client se fasse son opinion par rapport à ces faits qui constituent donc la marque, plutôt que de dire trop pousser le fait que je me considère éco-responsable et un peu d'être prise au dépourvu sur peut-être quelque chose qui est pas parfait, parce que c'est impossible d'être parfait, et on peut toujours faire des progrès. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, mes matériaux, on est à techniquement, on est vraiment 93,33% biosourcés. Puis voilà, si je peux arriver à 100%, ce serait génial. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Techniquement, j'y arrive pas. La mousse, c'est complexe. Aussi le caoutchouc pour qu'il reste bien compact. Pour qu'il reste compact, il y a des ajouts chimiques. Donc c'est ça le 6,77%. Mais voilà, si demain une solution se présente, j'aimerais l'explorer. Donc tout ça pour dire que je préfère présenter les faits, être transparente et que les gens se fassent une opinion plutôt que de me qualifier de sustainable. Oui. Voilà. Surtout dans un monde où le greenwashing est quand même bien présent aussi. Oui, complètement. Ouais. Et ensuite, plutôt donc, dans mon choix de partenaire de fabrication, j'essaye vraiment de rester autour de la Méditerranée pour que ça contribue aussi à... c'est en alignement avec l'univers de la marque. L'idée, c'est aussi de collaborer avec des artisans un peu partout en Méditerranée. Enfin, j'ai plein d'idées de choses que j'aimerais faire. C'est pas... Quand on parle de local, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il faut que ce soit le plus proche possible. En disant autour de la Méditerranée, ça veut dire que parfois, c'est un peu plus loin. Donc, peut-être que ça, c'est moins éco-responsable. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de facteurs, en fait. Donc, c'est pour ça que je préfère... être transparent, dire voilà comment on fait les choses, et on décide après si c'est en alignement avec ses propres valeurs ou pas. Et puis on évolue, comme tu le disais, en fonction des solutions qui arrivent au jour le jour dans le secteur. En t'écoutant, tu parlais du fait que tu voulais travailler avec des artisans plus locaux, etc. Et je rebondis, et je reviens peut-être un peu trop en arrière, mais que tu étais entrepreneuse solo, une femme, que tu avais débuté dans ce monde-là, que tu n'avais pas forcément toutes les connaissances dès le départ et que tu t'es formée. Et je voulais parler un petit peu du prix que tu avais eu à Milan, parce que c'est quand même important de le souligner, et aussi des sandales que tu m'avais présentées, brodées. Et ça rejoint justement un peu ce que tu disais, vouloir faire des collaborations, pas juste présenter des sandales, tu voudrais faire t'as des petits projets pour mettre en avant aussi d'autres artistes. Je voudrais que tu nous parles de ce prix. Alors, j'ai eu la chance d'être choisie par le jury du MICAM, le jury Emerging Designers, qui choisit tous les ans 12 talents émergents. Qui sont invités à participer au salon MICAM, qui est le plus grand salon de la chaussure au monde, qui se déroule 2 fois par an, en septembre et en février. C'était une grande chance d'être choisie et de faire ces salons pour aller au contact un petit peu des acheteurs, voir un peu quelles sont les questions que posent les potentiels acheteurs, quelle est la réaction, même juste visuellement. J'aimais beaucoup observer un petit peu Voilà, c'est le premier contact. Ça m'a permis un petit peu de confirmer peut-être les cibles que j'espérais avoir. Ça m'a un peu confirmé que c'était ces personnes-là qui comprenaient le produit. Parce que le prix est un facteur. Je pense que c'était un bon tremplin pour lancer la marque, même avant le site de e-commerce. J'aurais pu déjà le lancer, mais c'est vrai que je voulais vraiment... Ça m'a pris pas mal de temps parce que je ne suis pas du tout tech et que justement, je te parlais tout à l'heure de l'angoisse de faire les choses correctement, tout ça. Donc, j'ai vraiment pris mon temps. Mais en fin de compte, j'ai aucun regret parce que
le fait d'avoir fait les salons avant m'a un peu concilié certains objectifs, certaines idées que j'avais. Et donc, j'avais un peu plus confiance en lançant le site dans la direction que je souhaitais prendre. Ouais, c'était une nouvelle confiance. Comme tu t'es formée, tu as appris, ensuite tu as eu le prix. Donc, toi... C'était beaucoup d'autodidacte aussi. C'est donc, ça. Voilà. Donc, d'un certain côté, tu t'es dit, ça y est, j'ai une légitimité aussi. Ça commence un peu à te conforter. Un peu plus, mais... à te donner confiance dans le lancement de ce projet-là. C'est un peu une reconnaissance. Oui, dans c'est une reconnaissance. C'est un début de reconnaissance. Et j'utiliserais peut-être même le mot légitimité. Oui, on parce peut le dire. Que, voilà, venant d'un métier totalement différent, c'est sûr que ça ajoute un peu un questionnement de est-ce que je suis légitime à faire ça ? Bien sûr. Mais aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est une richesse parce que le fait de venir d'un milieu différent me donne un point de vue différent sur la façon de faire les choses. Moi, je ne connaissais pas du tout, en fait. C'est en allant justement sur tes réseaux, en lisant les articles de presse, etc., que j'ai découvert ça. Je ne le connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est à chaque fois, en fait, tu as un parcours qui est vraiment jalonné d'étapes que tu coches un petit peu. On dirait que tu as une to-do list et tu coches chaque étape pour te pas conforter, mais finalement faire en sorte que la sandale, elle est, même si elle est jeune, entre guillemets, parce que tu t'es lancé le site a été lancé il n'y a pas longtemps, mais toi, ça fait quelques années que tu es déjà sur le projet. Oui. Mais en fait, elle est là, elle existe et elle est, elle est vraiment... elle a des piliers, elle a des bases. Je veux dire, c'est pas juste un lancement comme ça. Non, j'aurais pas pu. C'est ma personnalité. J'aurais pas pu faire quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des... Surtout, en fait, le premier salon que j'ai fait, c'était le salon Who's Next. Et j'ai discuté avec plusieurs des distributeurs, des acheteurs, plein de profils différents. Et c'est vrai qu'il y a des personnes c'est leur façon de faire. Hop, je me lance et je vois après. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Ouais, je ne pourrais pas. Ou des personnes qui, par exemple, on m'avait conseillé à un moment, essayent de vraiment faire de l'influence, de créer vraiment plus de communauté sur les réseaux, ce qui te permettra de rebondir ensuite pour quand tu lanceras ta marque. Une façon totalement légitime de faire les choses. C'est juste que ça ne me correspond pas du tout. Et donc, c'était plus lent. Je reviens sur la petite tortue, mais c'était plus lent de faire comme ça. Mais j'en suis bien contente aujourd'hui. Voilà, ça me concilie un peu dans l'idée en fait, ta façon de faire peut fonctionner aussi. Oui, et puis c'est pourquoi aussi ta marque te correspond à ce point-là, et finalement, tu es authentique. C'était, je pense, ce que tu voulais absolument montrer aux gens. Tu voulais pas, tu voulais absolument que ta marque, parce que finalement, tu parles d'influence et tu parles finalement d'incarner la marque. Tu l'incarnes peut-être différemment, et justement en prenant ton temps et en te faisant confiance au fur et à mesure des étapes accomplies. Oui, mais d'ailleurs, tu parles d'étapes. C'est en faisant le salon Who's Next. Moi qui suis très structurée. Non, mais par exemple, le salon Mica, je savais même pas qu'il y avait ce prix. Enfin, ce prix, ce jury, cette sélection de 12 marques. C'est en étant au salon Who's Next que j'ai été repérée et qu'on m'a invitée à participer au concours. D'accord, ok. Donc, chaque une chose... opportunité. Voilà, il y a plein de choses qui se font parce qu'on fait, et donc ça nous fait faire... Ça nous fait bifurquer sur un autre chemin qu'on n'aurait pas prévu. Et donc, moi, je prends plus plaisir à composer avec ça maintenant, plutôt que de me dire, OK, il faut que les étapes soient exactement comme ça. Et si ça ne se fait pas comme ça, panique ou déception ou j'ai mal fait. Parce que ça m'a amené beaucoup trop d'angoisse. Ça mène au burn-out. Tu les fais, mais à ton rythme. Et après, comme tu le disais, je ne suis pas forcément à 100%, désolée du terme, éco-responsable, mais au fur et à mesure des évolutions dans le secteur, voilà, j'y vais. Déjà, tu es honnête, surtout avec tes clients. Mais personne n'est 100% responsable. En fait, ça n'existe pas d'être 100% éco-responsable. Mais au moins, tu es, j'allais dire droite dans tes bottes, mais c'est plutôt droite dans tes sandales.
C'est des sandales ouverts, donc on peut On se pencher en avant, en arrière. Oui. Et tu m'avais parlé du coup des sandales brodées. C'était sur le salon. Oui, donc, c'était ça, moi, enfin, le deuxième point. Oui. Non, j'avais plusieurs points en une question. Bien sûr. Et donc, j'ai collaboré avec une artiste super qui s'appelle Juliette Filippi, qui est d'origine... elle est basée à Paris, mais d'origine corse. D'accord. Et Méditerranée. Et on a imaginé un concept un petit peu... donc, elle a trouvé le titre, elle a dit « da mare a mare », ça veut dire de mer en mer. En Corse, c'est proche de l'italien. Et en fait, elle avait brodé des... Je les montrerai sur Instagram. Oui, bon, tu montreras. C'était un peu... justement, c'était très imagé. Ça pourrait être des vagues, ça pourrait être le vent. Là, c'était censé faire penser un petit peu aux sentiers dans les montagnes corses qui vont d'une côte à l'autre. Et donc, on avait imaginé pour le deuxième salon MICAM, puisque je n'ai pas de collection d'hiver, je voulais proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et elle a fait ces très belles broderies sur chaque type de modèle. Donc, un modèle croisé, une tongue et une slide. Ça a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet et ça m'a un peu... concilier dans l'idée que ça pourrait être intéressant de faire des collaborations avec des artistes ou avec des artisans pour faire des collections capsules qui seraient avec une thématique d'un certain lieu ou d'une certaine culture. Enfin, j'aime beaucoup l'idée de faire quelque chose comme ça. Un voyage, en fait, qu'on démarre avec Agvo en Méditerranée et puis petit à petit, on part découvrir les sentiers de la Méditerranée. Oui, je mettrai les visuels. Tu me les avais montrés. Oui, je t'enverrai sur Instagram les et je mettrai les liens, etc. Mais oui, je m'en souviens. C'était très marquant parce que du coup, je trouve que tu testes en fait tous les engagements vers lesquels tu souhaites aller. Tu testes sans forcément... Bien évidemment, tu as ce stress que ça fonctionne ou pas, mais tu y vas en ayant quand même les connaissances, les bases, et tu permets aussi de mettre en avant d'autres artisans, d'autres métiers qu'on ne connaîtrait pas forcément. Oui, là, c'est très beau. Toutes ces broderies sont faites à la main. Elle a fait un très beau travail. Elle est très talentueuse. En fait, elle fait beaucoup de dessins, de peintures, et par hasard, j'avais vu qu'elle faisait des broderies. Ouais. Et donc, quand je cherchais un petit peu un concept pour ce deuxième salon, je me suis dit, tiens, est-ce que tu serais ouverte à ce qu'on fasse des tests sur les lanières et qu'on essaye d'imaginer quelque chose et ça a collé, donc tant mieux. Mais après, en termes de prendre son temps, il y a un moment où il y a la réalité du marché et de monter une entreprise. Voilà, bon, je peux pas... T'équilibres les deux. Il faut équilibrer les deux, oui. Et c'est pas toujours évident. Non, j'imagine. Mais heureusement, j'essaye de m'entourer avec des personnes qui peuvent me donner de bons conseils. Ouais. D'où le temps que tu prends finalement. Le temps, c'est une richesse. Oui, et je m'associe aussi. Je m'associe aussi avec je collabore avec des professionnels qui, dans leur spécialité, me conseillent et on travaille ensemble pour développer les choses comme je le souhaite. Mais parfois, c'est normal, j'ai besoin d'être un peu guidée, recadrée sur non, mais ça, au début, tu peux pas t'y prendre comme ça, ou faut se rendre compte de certaines contraintes, pas juste budgétaires, mais même en création, si c'est possible. Même en création. Typiquement, j'avais totalement sous-estimé le travail que représentent les réseaux. Ouais. Toi, tu connais bien ces problématiques. Mais voilà, donc c'est un apprentissage aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment important de s'entourer de personnes qui ont les skills complémentaires bien sûr. au tien. Oui. Ouais, et puis c'est une richesse d'être à plusieurs aussi. Ça, oui, bien sûr. Ouais. Donc je souhaitais revenir sur le fait que tu as la certification B Corporation Pending
et que tu es engagée aux côtés de Coral Guardian et tu souhaites obtenir la certification B Corp. Voilà, je voulais que tu nous en dises plus là-dessus, parce que je crois savoir, de ce que j'ai vu, que c'est des points importants pour toi. On peut le voir d'ailleurs sur tes réseaux sociaux, c'est ce que tu mets en avant au tout début de ton feed Instagram, par exemple, et sur ton site internet. Alors, c'était important pour moi, dès le départ, de structurer l'entreprise selon les normes, les directives B Corp. Un standard environnemental, social et gouvernemental. Comme je suis une jeune entreprise, il n'y a pas assez d'historique pour démontrer certains points aspects qui sont nécessaires pour la certification pleine. B Corp se sont aperçus que beaucoup de jeunes entreprises veulent aller dans cette démarche, mais comme moi, n'avaient pas assez d'historique nécessaire. Donc, ils ont créé cette certification intermédiaire, qui est donc Pending B Corp, pour laquelle tu dois démontrer pas mal de choses, et donc te permet d'avoir cette certification temporaire, le temps ensuite de partir sur le B Corp, le process de certification pleine. Qui est devenu très chronophage parce qu'il y a beaucoup de demandes et ça a un peu explosé ces dernières années. C'est vrai qu'on le voit beaucoup. Et tant mieux d'ailleurs. Oui, tant mieux, oui. Donc voilà, pour moi, c'était presque un guide pour structurer mon entreprise. Je m'en suis servie comme ça en tout cas. Et c'est une directive aujourd'hui sur la façon de faire. Mais c'est tellement déjà ancré dans ma vision des choses. Et c'était dans la continuité de ton projet. Oui, complètement. Ensuite, Coral Guardian. Alors, c'est une ONG qui replante des coraux dans plusieurs sites dans le monde, notamment en Méditerranée, ce qui m'a beaucoup plu, forcément. Et c'est pour ça que je les ai contactés. Parce que je trouve que ils font un travail qui est incroyable. Je trouve que... En fait, les coraux, symboliquement, représentent une vie marine saine et riche. Et dans des points un peu morts en Méditerranée, le fait de replanter des coraux ramène en fait beaucoup de vie marine. De la faune, beaucoup de faune et de flore aussi, parce que les algues vont repousser. C'est tout un écosystème en fait qui revient à la vie. Donc, je trouvais que c'était déjà un premier projet qui me plaisait. Donc, aujourd'hui, comme moi, je suis une nouvelle marque, c'est plutôt une association de com. Et l'idée, c'est ensuite de trouver un système de pourcentage. Mais ça aussi, il y a tout un système que je suis en train de mettre en place pour pouvoir soutenir comme je peux. Mais eux sont habitués à, avoir des petites entreprises ou des nouvelles entreprises qui disent « Ok, j'aimerais vous soutenir. On n'a pas encore forcément beaucoup de moyens, mais on aimerait communiquer, on aimerait parler de ce que vous faites. Comment est-ce qu'on peut faire ?» Donc nous, on a fait comme ça. Au début, là, c'est beaucoup de com. Et là, maintenant que le site de e-commerce et que j'ai commencé à faire du B2B, voilà, ça apporte l'opportunité de se lancer là-dedans. Mais c'est une mise en place aussi c'est nouveau tout ça pour moi aussi, sur la façon de faire. Donc, c'est quelque chose que je dois voir un petit peu avec eux. Mais c'était important pour moi dès le départ, en tout cas d'avoir un partenariat avec une association. Et j'aimerais, de façon générale, parler de la faune et la flore méditerranéenne, enfin, de tout, de la richesse, bien sûr, qu'elle soit culturelle, artistique, gastronomique, enfin vraiment la richesse méditerranéenne. Et donc forcément, ça passe par la faune et la flore. Mais c'était aussi, pour moi, une façon positive de parler de la Méditerranée, parce qu'on a tellement d'informations anxiogènes et c'est facile de se sentir un peu dépité, dépassé, de se sentir complètement dépassé, comme je me suis sentie. Si on peut parler de certains sujets dans la joie et surtout de parler de la valeur et de la beauté, ça nous donne envie de protéger et ça nous donne envie de faire quelque chose pour préserver, même si ce sera à mon modeste niveau. Oui, mais chaque petit en tout cas, voilà, si ça peut faire un petit pas, en tout cas dans l'idée, c'est ce que je souhaite accomplir. Et je trouve que le fait qu'il t'ait fait confiance dès le départ et qu'il s'inscrive dans
dans cet engagement de Agvo. Je trouve que c'est fort parce que c'est un partenariat finalement. Oui, je vends des sandales, mais par cette sandale-là, on essaye de faire passer ce message-là. Et je trouve que c'est fort, justement. J'ai beaucoup de chance qu'ils aient accepté, parce que c'est vrai que, une nouvelle marque, il y a aucun... Ils ne me connaissent pas. Mais c'est une nouvelle plateforme, finalement. Tu leur proposes une plateforme de visibilité. Mais j'aimerais... Là, je commence à être dans une position où je peux en faire un peu plus, donc je suis contente. C'est progressif. Enfin, je suis transparente là-dessus. Au début, c'est plus de la communication, et après... Voilà, une fois que les choses sont lancées, ça peut prendre une autre forme. En fait, il y a tellement d'associations incroyables, je me suis rendu compte, ça doit être, qui font... énorme. Parce qu'on parle de la mer, mais c'est aussi les côtes, bien sûr. Les forêts, c'est plein de choses. Les artisans indépendants qui est un peu partout, qui préservent des métiers qui sont même millénaires parfois. Je trouve ça... En tout cas, moi, ça me touche profondément, donc je me dis c'est des choses dont j'ai envie de parler et qu'il faut protéger. C'est un peu utopiste presque, mais il faut être un peu rêveur, je pense. Moi, je suis clairement un peu une rêveuse, donc c'est important. Voilà. C'est pour ça que je me répète un peu, mais je dis toujours un peu sans prétention à mon niveau de modeste, parce que bien sûr, je m'attends pas à changer le monde du tout, mais voilà, si on peut contribuer comme on peut, j'aimerais pouvoir faire ma part, si je peux, à travers la marque. C'était important pour moi que ça fasse partie de l'ADN, en tout cas. Je pense qu'on peut le dire, même si... comparé à d'autres géants, tu te sens peut-être toute petite, tortue. Petite tortue. Mais, enfin, justement, je pense que Rome ne s'est pas construite en un jour. Exactement. Et je pense que c'est pas à pas qu'on y arrive. Et ça me touche toujours quand... parce que c'est beaucoup d'efforts dans des choses qui ne se voient pas forcément au premier abord. Et donc... J'essaye de mettre de l'attention, que ce soit le packaging ou la façon de travailler, les matériaux, mais aussi des engagements. Et, par exemple, pour les instructions de nettoyage des sandales, qui viennent, en fait, je les ai faites sous forme de marque-page. Oui, et j'ai le marque-page, il est magnifique. Je le prendrai en photo, je le montrerai. Et juste, de faire des choses de façon un peu ludique. Et donc, c'est encore une fois, j'ai collaboré avec une artiste qui s'appelle Odélia Camoun, qui est basée à Marseille, qui a beaucoup de talent. Elle fait plein de belles choses pour fabriquer le marque-page. Et en fin de compte, le petit détail plaît pas mal. Les gens ont beaucoup... ils ont beaucoup bloqué là-dessus sur le marque-page. Donc mais quand je l'ai vu... alors, pour ceux qui... Quand je vais mettre la photo, je le mettrai au moment de la sortie de l'épisode, mais c'est vrai que c'est des petites... tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais des petites scénettes un peu mythologiques. Oui. Du coup, avec une femme... on dirait une petite fresque, en fait... dans un temple, soirée à Athènes. Oui, exactement. C'était censé être un personnage un peu, justement, un peu neutre. Ouais. Et alors... Après, on voit ce qu'on veut aussi. Moi, oui, c'est ce que on voit ce qu'on veut. Mais je tiens à préciser, parce que je suis un peu obsédée des chiens, elle a inclus un petit chien. Oui, c'est vrai. Il fallait qu'il soit... C'était super mignon. Elle sait que... Comme elle savait que j'étais un peu obsédée par les chiens, elle a dit tiens, comme ça on peut le petit clin d'œil. Et avec de l'autre côté un petit dicton et un petit personnage. Ouais. C'est aussi, en fait, le marque-page symboliquement, c'est l'invitation à être un peu, prendre un moment comme ça pour soi aussi, la lecture. Totalement. Et donc il y a un petit bonhomme qui lit sous un arbre, sous un olivier. Ouais, c'est le moment présent. C'est ça. Oui. Profiter d'apprendre, profiter de lire, profiter de souffler, de s'ennuyer. C'est une belle invitation au voyage et à prendre le temps. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est assez ludique. Puis si ça pouvait être joli, comme ça on a envie de l'utiliser. Bien sûr. Agvo à ses pieds et puis dans son livre. Pourquoi pas. Tant mieux. On arrive à la fin du podcast. J'ai encore 2 questions. Mais qu'est-ce que tu as appris de toi en créant Agvo que tu n'avais jamais finalement vu de toi-même? Quelles sont, pas les compétences, mais qu'est-ce que tu as découvert sur toi au fur et à mesure des années? C'est peut-être trop personnel. Non, c'est pas trop personnel. Ça m'a appris à un peu plus me faire confiance dans ce que je peux faire créativement. C'était pas évident pour moi, vraiment. Enfin, je pense que c'est évident pour personne, mais j'étais très frustrée créativement, en fait, dans mon métier précédent. Donc, j'avais un vrai besoin de m'exprimer créativement. Mais paradoxalement,
c'était très difficile de me dire, tu te dévoiles un peu au monde en créant quelque chose que tu proposes. Ouais. Donc j'ai pris confiance par rapport à ça. Et aussi de se poser des limites. Parce que on en a parlé déjà, je sais. Mais de se poser des limites sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Il y a un temps pour tout, pour le travail. Tu me convaincue. Oui. Je pense que j'étais un petit peu dans une optique de... J'ai tellement de chance de pouvoir explorer ce projet créatif. Et donc, c'est un luxe. Si je ne passe pas tout mon temps à travailler là-dessus, c'est que je suis quelque part un peu ingrate. Bien sûr. Et c'était assez culpabilisant. Et puis après, je me disais, mais comment tu peux être coupable des patients des problèmes beaucoup plus graves. Enfin, tu te dis que c'est entre guillemets un problème de riche, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais c'est pas un vrai problème de survie ou existentiel. Pour moi, apprendre à poser des limites et me dire, mais en fait, c'est OK de se poser cette limite, ça a été un apprentissage qui découle après dans d'autres secteurs de sa vie. Bon, alors moi, ça me parle. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question comme ça. Est-ce que cet été, tu as prévu de partir justement en Méditerranée ? J'ai prévu, je reste en Méditerranée cette année. J'ai de la chance. Alors, on a un petit peu les Baléares avec Minorque et la Grèce avec Paros. Oui, non, c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup de chance. Donc, tu vas fouler ces sols avec tes sandales Agvo, je pense que... C'est sûr. C'est sûr que je vais les porter. Sur Instagram. Je mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Un grand merci, Daphné. Merci à toi. Pour tout savoir, ton récit et surtout ta confiance. Vraiment, je le redis parce que c'était mon premier échange avec une designer, une créatrice, une femme sur le podcast et c'est quand même important de le souligner. C'est pas forcément un exercice facile. C'est toujours facile d'être, entre guillemets, toute seule derrière son micro. Et là, tu m'as fait confiance. Voilà, et je tenais à le souligner. Et c'est surtout que c'est le premier épisode qui marque le lancement de ma nouvelle série Comme un gant, les mains qui font. Une série où chaque épisode tisse l'histoire d'une femme qui transforme son art en manifeste, qu'elle soit styliste, céramiste ou tout autre métier, brodeuse, tu en as parlé tout à l'heure. Donc des femmes qui créent avec leurs mains, leur cœur et leur regard sur le monde. Voilà, c'est ça que j'aimerais mettre en lumière. Donc, je souhaite à Agvo un très beau chemin, libre, lumineux, engagé. Merci encore. Et je suis très honorée que tu m'aies invitée à faire ton premier épisode. Merci, Daphné. En tout cas, que chaque pas, chaque sandale continue de tracer des lignes nouvelles, sensibles et sincères. Merci beaucoup, Eva. Derrière chaque sandale, une conviction. Derrière chaque ligne, une manière d'ouvrir des possibles. Daphné ne conçoit pas pour habiller, mais pour libérer. Son geste est précis, doux, inclassable. Une empreinte discrète mais durable. Une façon de marcher autrement dans le monde. Et vous, est-ce que ça vous arrive de choisir une pièce parce qu'elle a du sens au-delà du style ? Un créateur, un lieu, une manière de faire ? Partagez vos trouvailles, vos coups de cœur et vos réflexions. Pour découvrir Agvo et l'univers de Daphné, je vous glisse toutes les références dans la description de l'épisode, son site et son compte Instagram. Merci encore d'avoir écouté Comme un gant et à très vite.